Chaque cas est différent, mais il y en a beaucoup qui ont cette signature, n'est-ce pas? Tu vois, par exemple, le Zodiac, c'est un gars dont on n'est toujours pas sûr de l'identité aujourd'hui. Il envoyait des lettres codées à la police et il avait sa propre signature. Il dessinait un cercle avec une croix au milieu. Alors, on dirait qu'ils aiment ça, tu sais. Ils prennent plaisir à laisser cette énigme et à avoir une signature. C'est même un peu cinématographique si tu y réfléchis, non? Non? Alors, allons-y. On peut y aller? Allons-y, mon criminel. On commence comme ça? On commence comme ça? Ça a commencé? Ça tourne déjà? On a commencé sans hiérarchie? Sans aucune hiérarchie? C'est vrai? Mec. Et le groupe qui veut sponsoriser, qui va parler, le gars n'a pas voix au chapitre? Non, c'est mauvais pour moi. Mais ceux qui veulent sponsoriser, d'abord, je veux déjà commencer par remercier Insider qui sponsorise cette chaîne, même si je n'ai pas voix au chapitre, où le réalisateur me traite de marionnette. Je veux que ce soit clair, j'ai été très blessé. Insider, vêtements futuristes et de qualité. Des vêtements dont l'invité va adorer parler. Parce que c'est un vêtement qui ne retient pas les odeurs. Autrement dit, il élimine toutes les... c'est un problème pour la police, ce vêtement. C'est un vêtement qui pose problème à la police. Parce que si tu veux identifier un criminel, les vêtements qui gardent l'odeur, tu sais comment ça marche. Mais là, le vêtement ne garde pas l'odeur. Le vêtement se défroisse sur le corps. Le fugitif peut s'enfuir plus facilement, sans chaleur. Vêtement du futur, le meilleur vêtement. Pourquoi Insider est dans le podcast? Pourquoi? Parce que comme ce podcast aborde tous les sujets, d'une manière ou d'une autre, finissent par rencontrer Insider à la fin. Alors, parlons-en. Montre ton visage. Regarde. Prends. Offre le cadeau par Maris. Tu offres le cadeau. Un cadeau d'Insider pour vous? C'est pas vrai. J'adore, ok? Tu jures? J'ai déjà bossé avec eux. Ah bon? Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je vais m'aimer. Je te l'avais dit. C'est quelqu'un qui est toujours là à la base. Je peux ouvrir maintenant? Bien sûr, fais comme chez toi. Regarde si tu aimes, d'accord? Fais comme chez toi. Tu n'es pas obligé de le mettre non plus. Je crois que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas être aussi... Mais les gars, J'adore. tellement agréable. Voilà, c'est fait. La ligne féminine d'Insider est aussi disponible pour tous. Beaucoup disent, Mauricio, tu parles toujours du caleçon qui protège les bijoux de famille. Mais nous avons les vêtements féminins d'Insider et c'est excellent pour les journées chaudes. Je précise, ça ne laisse pas ce malaise, Voilà. Tout est pour toi, Jus. Oh, j'ai adoré. Évidemment, tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu as déjà tellement vu et tu t'es dit « Waouh, mais c'est bizarre parce que Jus, je la vois souvent passer sur TikTok. » C'est ça? Je m'inquiète car TikTok repose sur un algorithme. Tu consommes beaucoup de contenu, n'est-ce pas? Donc si tu es arrivé jusqu'à moi, c'est un peu dangereux. Ce n'est pas mauvais. Tu sais, parfois, quand quelqu'un dit ça, regarde Jus, en expliquant qui est Jus, tu l'as vu sur la miniature, mais Jus est une spécialiste du crime. On va utiliser ce terme, qui l'aurait cru? Oui. Je pense qu'on peut le dire, experte. On va mettre une podcasteuse, une créatrice de contenu que tu imaginerais peut-être avec une hache ensanglantée et une quoi? Hein? Une passionnée? Oui. Une passionnée de malheur. Oui, on peut dire ça comme ça, même si c'est un peu dur, non? Passionné en... Oui, un peu, oui. On dirait que tu encourages avec passion. Oui, exactement, on dirait que je suis contente. Je peux faire mieux? Nous sommes avec elle, une sommelière du malheur, Jus Kassim. Je vais plus mal? Oui, je suis sommelière du malheur, car tu sélectionnes, tu te dis, ce malheur ne vaut pas le contenu. Il n'a même pas perdu une tête. Il y a des histoires de mort, là on peut en parler. Ouais, mais une tête, j'en ai déjà vu perdre tellement, Mauricio. Je ne sais pas si ça vaut le coup maintenant, 2 bras et une jambe, ça va faire des likes. Il y a un truc comme ça? Pas vraiment, non, j'ai trouvé ça lourd. D'accord, tu as quel âge? Jus, j'ai 32 ans, 32. Pourquoi? Quelle est la première question? Pourquoi ai-je commencé à parler de ça? Alors, je pense que beaucoup de choses viennent de la curiosité parce qu'on devient naturellement curieux quand on voit un cas se produire, n'est-ce pas? Différemment de qui? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a 2 choses différentes pour les personnes qui regardent. C'est un peu parce qu'on est curieuse, c'est plus lié à l'esprit humain, je pense. Oui, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai dit ça, je ne voulais pas me dérober. Je pense que tu m'as attiré car tu ne parles pas seulement du crime et de la manière dont il a été commis, mais aussi de la mentalité du criminel, de ses raisons et de sa façon de penser. Je n'aime pas en parler. Je ne voulais pas dire que j'aime parler de crime. Je crois que c'est surtout la curiosité de savoir pourquoi quelqu'un a agi si différemment de moi, tu vois? D'accord. On considère comme normal ceux qui ne commettent pas de crime. Alors, qu'est-ce qui a poussé cette personne à faire quelque chose d'aussi horrible? Cet aspect psychologique attire l'attention et suscite la curiosité de comprendre.
Et aussi, on en parlait justement, c'est parce que je suis une femme. Il y a beaucoup de choses que j'apprends en regardant ces affaires pour me protéger au quotidien, tu vois. Je pense que c'est vraiment des questions de sécurité. Attends. Donc, mais tu es une personne anxieuse? Oui, un peu, je le suis devenue surtout après avoir commencé à consommer ce contenu. Mais aussi, je pense qu'il y a des choses que les femmes vivent au quotidien et quand tu vois ces cas arriver, tu arrives à t'adapter pour éviter que quelque chose n'arrive. Aujourd'hui, dès que je monte dans ma voiture, je verrouille la porte. Tu vois, je ne traîne pas près de l'endroit où je suis garée. Parfois, c'est même une question de la façon dont tu marches dans la rue. Mais ce n'est pas mauvais. Là, je spécule un peu, on va entrer un peu dans ta tête, n'est-ce pas? Puisque tu aimes ce sujet. Parce que, tu vois, le pire jour de ma vie, c'est quand j'ai commencé à comprendre le marché financier. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que avant ça, quand j'étais un gars déconnecté, tout allait bien, je mettais mon argent, ça rapportait, et voilà. Quand j'ai commencé à comprendre, je me suis dit, je perds 13,2 centimes. Tu commences à devenir quelqu'un de stressé et obsédé par le sujet. Toi qui gagnes de l'argent avec ce sujet, tu n'es pas devenu quelqu'un de plus triste? Je ne sais pas, je pense que ça dépend parce qu'il y a des personnes qui me regardent et qui disent parfois ça, qu'elles consommaient beaucoup ce genre de contenu, qu'elles devenaient très paranoïaques et qu'elles ont trouvé préférable d'arrêter de regarder. Mais je pense aussi que moi, comme j'en parle beaucoup, malheureusement, on finit par se désensibiliser un peu. Donc, je pense, parfois, j'ai l'impression que c'est comme, par exemple, au Journal National, où tu dois annoncer une nouvelle, tu comprends? Tu es là en train de parler de la nouvelle, mais moi, j'essaie de ne pas emporter ça avec moi. Du genre, d'Athéna mange des Häagen-Dazs et annonce des morts. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Oui, j'essaye de ne pas tout emporter avec moi parce que si tu absorbes tout, c'est vraiment très lourd. Mais j'ai un truc, par exemple, je n'arrive pas à écrire un script vidéo et à enregistrer le même jour. Je trouve ça trop lourd. Ça fait beaucoup. D'accord. Parce que tu absorbes l'histoire. Exactement. Surtout certaines histoires spécifiques. Je préfère raconter des histoires qui ont un mystère derrière, quelque chose qui s'est vraiment passé, pas le crime pour le crime. Parfois, je vois que c'est simplement de la violence, tu vois? Évidemment, ils sont tous violents, mais parfois c'est juste de la cruauté, de la méchanceté pure. Et il y a certains cas où non, où tu commences vraiment à réfléchir à cet aspect psychologique. Tu vois, je me souviens même qu'il y a eu une fois, et je pense que dans certains cas, ça aide même. Il y a eu une fois où j'ai posté une vidéo sur la chaîne à propos d'une affaire, et la famille de la victime a commenté pour me remercier, tu sais, pour avoir partagé cette histoire. En remplissant une fonction sociale, en gardant le souvenir, ce genre de choses. Parce que dans chaque affaire, tu arrives à tirer quelque chose, non? Donc, je préfère parler de ces affaires-là parce que après, tu peux réfléchir. C'est intéressant que tu aies commencé ainsi en disant « je veux comprendre l'esprit humain ». Et généralement, quand on essaie d'aller dans cette direction, on est vraiment surpris par l'esprit humain au point de se demander aussi « est-ce que je serais capable de faire ça ?» Je te demande, y a-t-il eu un déclencheur qui t'a mené à ça? Je comprends pourquoi ces choses font le buzz. C'est inhabituel et on veut comprendre. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en toi? Je sais pas. Tu t'es déjà pris une gifle d'un petit ami en 1998 et ça t'a travaillé dans la tête. As-tu déjà eu un parent décédé? Que penses-tu que c'était? J'ai découvert ça à la fac en faisant des études de droit, tu vois? Et donc, à la fac, tout le monde en première année, du moins dans ma promo, tout le monde s'intéressait beaucoup au droit pénal, tu vois? On voulait vraiment savoir comment ça fonctionnait, la criminologie, tu vois? Ces matières-là. Et dans ma fac, en dernière année, tu choisis une spécialisation. Il y a 3 domaines différents et moi, j'ai choisi le droit pénal. Donc, ma 5e année de fac a été entièrement consacrée aux matières de droit pénal. J'ai étudié médecine légale et criminologie. La partie expertise me plaisait aussi. Ensuite, j'ai créé du contenu et obtenu mon diplôme en 2019. J'ai commencé à créer du contenu en 2020. C'était à l'époque de la pandémie de COVID où j'étais beaucoup à la maison et je regardais plus de vidéos sur les affaires. Donc, je pense que j'avais déjà quelque chose qui me plaisait, qui m'intéressait. Puis j'ai commencé à regarder des vidéos. Et là, je me suis dit, ben, je vais aussi faire des vidéos sur TikTok à propos des affaires. J'ai d'abord commencé avec le true crime, tu vois. Ce n'est qu'après que j'ai parlé de contenu surnaturel, de films, etc. Mais c'est bien par là que j'ai débuté. Tu crois au surnaturel? J'y crois. Et comment ça fonctionne dans ta tête alors? Par exemple, d'accord, nous avons une chose. Tu es diplômée en droit, tu es rousse, tu es belle et tu es jeune. Quelle est ta différence avec Suzanne Ristovno? Pour l'amour de Dieu, vas-y, dis-le ici. Le pire, c'est que tu n'as même pas idée. Tu n'as pas idée? Elle est devenue folle, mec. Beaucoup de gens m'ont déjà dit ça. On m'a souvent dit que je lui ressemble. Non, tu ne lui ressembles pas, mais c'est que non. Mais physiquement, on m'a déjà dit que oui. Toi, diplômé en droit, regarde, je suis là, tu aimes le crime, je ne sais pas quoi d'autre. Ça cochait toutes les cases, quoi. Comment vont tes parents?
Ils vont très bien. Ils s'inquiètent, non pas à cause de cette question, mais ils s'inquiètent du fait que tu te lances là-dedans. Tu sais, ils disent, ma fille, parle de maquillage. Il y a tellement de choses plus sympas dont tu pourrais parler. Parle de droit. Je pense qu'au début, ça a un peu effrayé ma mère, qui est très spiritualiste et croit beaucoup à ces choses d'énergie. Elle s'est inquiétée que j'aborde ces sujets et que ça tourne mal, tu vois. C'est sûrement la première question qu'on te pose. Beaucoup de gens me demandent si je fais des cauchemars. Comment je fais? J'en fais? Non. Mais en fait, Mec, tu n'en as pas? Ouais, je suis tendu. Non. je crois beaucoup à la spiritualité et aux choses surnaturelles et j'estime que si je ne laisse pas cela m'affecter, ça ne m'affectera pas. D'accord, c'est mental aussi. Oui, c'est très mental, être belle, parce que si j'y pense, que j'en parle ou que je lis sur cette affaire, je reste dans cette situation et je lui donne raison. Sinon, toutes les psychiatres seraient folles. C'est pareil. Imagine un psychologue écoutant un patient, absorbant son problème et le gardant. Ça a du sens. Tu maîtrises ton travail et fais la part des choses, mais appliques-tu cela dans ta vie personnelle? Tu as 32 ans, c'est bien ça? Tu es en couple, marié? Comment est ta vie? Non, je suis en couple. Et comment ça fonctionne dans une relation? Parce que j'imagine que c'est la première fois que le gars va te rencontrer et tout ça? Oui. Tu dis, non, hier je montais une vidéo sur un gars dont la mère est décédée. Oui, je pense que ça ne m'a jamais vraiment affecté que la personne soit un peu réticente, du moins pas à ma connaissance, peut-être bien. Aujourd'hui, de nombreuses personnes évoquent ce sujet et beaucoup d'informations circulent en ligne, C'est devenu... normalisées. Et pour être honnête, je parle de ces sujets, mais par exemple, si je rentre chez moi, tout est rose, tu comprends? Imagine, genre, j'ai 2 personnalités. J'ai imaginé ça. On ne peut pas tout rendre morbide avec une pelle qui tombe. Ce n'est pas possible. Et je sais qu'il y a des gens pour qui c'est le cas, non? Qui ont ce côté plus gothique, mais moi, je ne l'ai pas. D'ailleurs, les gens disent qu'ils viennent chez moi et on ne dirait même pas que je parle de ces sujets. Tu ressens un frisson devant ce genre de truc. C'est fou ce qu'il a fait. Non, Au moins, t'en as pas? non, jamais, jamais. Non, pour l'amour de Dieu. Pas sur ce qu'il a fait dans l'exécution, mais sur ce qu'il a fait du genre. Mec, le cerveau de ce gars est incroyable. Comment il a pensé à ça? Non, et je trouve que excitation n'est pas le bon mot, mais tu comprends? C'est presque comme une admiration du genre. Putain, c'est la quantité de folie qu'il y a dans la société te pousse à en savoir plus. Tu comprends? Ouais, mais je pense que non, en fait, ce genre de fascination n'existe pas pour moi. Je crois que c'est plutôt une question psychologique, vraiment. C'est plutôt essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, pourquoi la personne en est arrivée là et ce qu'elle a élaboré dans sa tête pour y parvenir. Par exemple, il y a des types qui envoyaient des lettres, qui inventaient des codes, tu vois, pour découvrir comme un passe-temps, non? Tu inventes une petite histoire autour. Le gars inventait une histoire pour... Ouais, Totalement. Par exemple, il y a aussi des tueurs en série célèbres qui inventaient toute une histoire, envoyaient des lettres codées à la police comme si c'était vraiment un grand jeu. Attends, raconte-moi ça parce que j'en ai vu une... J'ai vu, il faut que je parle de cette série qui était vraiment bien, c'est Save the Cats. je sais, non, ce documentaire-là, Tu parles de quoi? Save the Cats? Non. c'est Don't Fuck with Cats, non? Save the Cats, c'est différent. C'est le scénario. Oui, c'est Don't Fuck with Cats. C'est ça. Oui, c'est ça. Aide-moi à le formuler. C'était un tueur en série, non? Je crois qu'il était russe, quelque chose comme ça, de ce côté-là. Il a commencé avec une vidéo sur Internet où il tuait un chat. Oui. Et puis il a posté ça, et évidemment la communauté pro-animaux est restée attentive et a dit « Mec, c'est quoi ce bordel ?» Il a en quelque sorte provoqué une agitation. Ces personnes ont commencé, à cause de l'agitation, la communauté a enquêté pour savoir où il avait tué ce chat. Par exemple, la prise murale leur a révélé qu'elle venait d'Europe de l'Est. Les gens ont continué à chercher. Le gaz a commencé à apprécier ce jeu. Oui, il a ensuite tué un autre chat dans une autre région. Jusqu'à ce qu'il commence à tuer des humains. C'est Don't Fuck with Cats sur Netflix. Il tuait presque comme s'il voulait être attrapé dans cette énigme. Un peu comme un Escape 60 psychologique, non? Et je ne vais évidemment pas spoiler, mais c'était une sorte de chasse menée par la communauté. C'était une bonne référence, Escape 60. Mais c'est un peu ça parce que le gars créait des énigmes et tuait des gens, et la police n'était pas intéressée. Et finalement, c'est la population qui a tout sauvé. C'était la dame qui possédait le chat. Oui, la propriétaire du chat dans le Michigan n'avait rien d'autre à faire. Mais c'est ça ce sont ces cas que je trouve intéressants. Parce que là, tu peux en tirer quelque chose. Genre, regarde comment la puissance d'Internet a réussi à résoudre un crime et à arrêter un gars qui avait commencé à tuer des gens, tu vois? C'était vraiment une chasse en ligne, je comprends. Ils étaient sur des groupes Facebook. Ferais-tu partie de cette communauté?
Alors, je ne sais pas, d'accord. Mais tu aimes élucider ce genre de choses? Oui, je trouve cette partie vraiment intéressante. Oui. Mais, par exemple, les gens se sont vraiment engagés pour une cause. C'était comme ce qui s'est passé récemment ici au Brésil, tu te souviens? Le chien d'Orelha, tu te rappelles? Là aussi, tu vois, les gens partageaient et essayaient d'obtenir une punition parce que les gens se sont unis pour une cause. Et là, oui, on dirait que la police commence à faire attention. Parce que, par exemple, dans le cas de Don't Fuck with Cats, quand tu postes une vidéo sur Internet, malheureusement, de mauvais traitements envers les animaux, c'est très difficile parce que la police va dire non. Donc maintenant, je vais enquêter et chercher ce type. Non, j'ai compris. Mais les gens ont dit non, on va découvrir qui il est. Alors la police a dû s'y intéresser. Ils n'ont vraiment enquêté que lorsqu'une personne était impliquée, non? Pour les animaux, ils étaient moins concernés. Mais il y a un schéma. Oh, Jou, tu vois, c'est parce que ce type, clairement, c'est un gars, même son histoire, ben, il y a ce truc chez lui de vouloir attirer l'attention tout le temps. Il voulait être le protagoniste de quelque chose. Je ne me souviens pas s'il voulait être acteur, quelque chose comme ça, mais il n'y arrivait pas. Il voulait être célèbre, non? Il voulait la célébrité, mais a été frustré. Y a-t-il un schéma où ce type est un cas isolé? Qu'est-ce que tu observes chez le tueur en série? Maintenant, je veux discuter de l'esprit, puisque tu aimes ce sujet. Oui, je pense qu'il y a certains tueurs en série pour lesquels on parle même d'un schéma. Au fond, ils veulent être découverts. Par exemple, il y a BTK, qui était aussi un tueur en série. Il tuait surtout des femmes et il avait sa façon particulière d'attacher ses victimes, la manière dont il tuait. Et c'était un père de famille, tu sais, il allait à l'église. Personne ne l'a jamais soupçonné, même pas sa femme ni sa fille. Sa fille a même écrit un livre racontant comment c'était de vivre avec lui pendant tout ce temps. BTK, BTK. Brésilien? Non, il est américain, il s'appelle Dennis Rader, mais il est devenu connu sous le nom de BTK. BTK. BTK, c'est très funkero. Super. Ouais, désolé. Ah, plus petit que BTK. Ami du mot. BTK, TK. Fais une vidéo avec Cariani. Oui, BTK était le sigle pour ce qu'il faisait avec les femmes, tu sais. Alors ils ont abrégé et c'est devenu célèbre sous ce nom. D'accord. Et il est resté longtemps impuni, genre il est resté 10 ans sans tuer personne après avoir déjà tué beaucoup de gens. Et puis, un beau jour, je crois qu'il en a eu assez et il a voulu laisser une autre preuve à la police, tu comprends? On aurait dit qu'il voulait, dès qu'on a cessé de parler de lui, il s'est dit non, tu vois, je veux revenir. Je pense que ce sentiment qu'il s'en sortait impuni, qu'il avait réussi à tromper la police, c'était quelque chose de très gratifiant pour lui. Quand tout le monde a oublié l'histoire, il a voulu agir et il a été capturé. S'il était resté tranquille, et il y a un très bon témoignage sur Netflix de sa fille, qui raconte comment elle a découvert que c'était son père. Mais tu es en train de me dire quelque chose qui est presque humain, même si ça ne l'est pas, n'est-ce pas? C'est comme ce truc du gars qui est entrepreneur, il devient fou quand il prend sa retraite. N'est-ce pas? Parce qu'il perd cette passion, cette adrénaline de conquérir, de grandir. C'est aussi présent chez le psychopathe. Beaucoup, beaucoup. Et on peut voir qu'il y en a certains qui, par exemple, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont commencé à donner beaucoup d'interviews, n'est-ce pas? En parlant des crimes, de ce qu'ils ont fait. Et ils ressentent un immense plaisir à expliquer étape par étape comment ils ont réfléchi. Donc, ce n'est pas une erreur de donner, pas toi, mais que les gens donnent la parole à ce type de criminel. Parce que ce que tu fais, c'est un travail d'analyse. Je vois bien ce que tu fais là. Mais maintenant, par exemple, évidemment, je dois parler de ce sujet. Oui. Suzanne Richthofen reçoit, je crois, presque 1 million de réels de la part de Netflix pour, tu sais, parler de l'affaire dans laquelle elle est impliquée, en exclusivité, etc. Est-ce que ça ne finit pas par être une récompense? Je ne parle pas seulement de la partie financière, mais aussi du fait qu'elle soit mise en avant psychologiquement. C'est toi, elle veut être sous les projecteurs, d'après ce que tu remarques. Elle aime cette position. Je pense que si elle fait un documentaire sur ce qu'elle a fait, c'est sûr qu'elle veut en profiter, non? Je trouve ça mal, bien sûr, je ne trouve pas ça bien. Je pense qu'il y a une différence parfois quand tu fais des documentaires, tu sais, sur des criminels d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre eux ont une peine de prison à perpétuité, tu comprends? Ils n'ont aucune possibilité de sortir. Oui. Et ici, au Brésil, on en a certains qui sont déjà sortis, non? Qui sont déjà libres. Ils sont dans la société, tu vois? Donc oui, c'est très compliqué d'y penser. Je pense que c'est un grand débat, ça. Par exemple, ces tueurs en série qui ont été interviewés là-bas aux États-Unis, beaucoup d'entre eux ont aidé le FBI lui-même à essayer de retrouver d'autres tueurs en série. Donc, il y a même une série sur Netflix, Mindhunter, je ne sais pas si tu as déjà regardé, qui est basée sur cette histoire vraie qui s'est vraiment passée. Ils ont compris que les tueurs en série existaient sans même avoir ce terme à l'époque. Et donc, ils sont allés parler avec des gars en prison qui étaient des tueurs en série pour essayer de comprendre et de capturer ceux qui étaient encore actifs. Donc,
Il faisait ces interviews pour fournir des informations aux policiers afin qu'ils puissent établir un profil et aller à la recherche de ces types-là. Et ça a beaucoup aidé. D'accord. Donc dans ce cas-là, il y avait un but. Genre, il parle des crimes. Dans ce cas, ben, c'est que du bénéfice. Ouais, c'est comme mon histoire est tellement intéressante, fabuleuse, fascinante. Je veux dire que je vais être payé pour ça, comme le veut le capitalisme, tu vois. Mon histoire vaut 500 000 raies, oui. Moi, tu en mets... Et ces documentaires, normalement, même si la personne n'est pas impliquée, n'est-ce pas? Dans le cas de Suzanne, elle y parle, n'est-ce pas? Même si la personne n'est pas impliquée, au Brésil, il faut payer les droits d'image pour des images anciennes, non? Donc même ces documentaires que tu fais et en théorie, la personne ne reçoit rien. Quelqu'un est payé. Mais elle est payée. Alors, je ne sais pas exactement. Je sais que pour pouvoir mettre de vieilles photos de la personne et tout dans le documentaire, tu dois payer le... Tu crées un nouveau marché. Un problème surgit, quelqu'un prend une photo et prévoit de la vendre plus tard pour gagner de l'argent. Ouais, je vais déjà faire ça. Ouais, voilà. Ouais, le gars tue juste pour faire la photo. Regarde, c'est... Bon, Suzanne, ce n'est pas une tueuse en série. Non, cette personne a commis un meurtre isolé. Je ne sais pas si elle... J'ai amené Ulysse Campbell que tu devrais suivre. Et il dit, tu vois qu'elle a un profil, tu sais, de psychopathie et tout ça. Qu'est-ce qu'un tueur en série? Oui, je pense qu'on commence à caractériser quelqu'un comme tueur en série à partir du moment où il tue plus de 3 personnes, tu vois. Dès lors, il est vu comme un tueur en série. Normalement, un tueur en série agit toujours selon le même modus operandi. Tous les crimes sont donc commis de la même manière. Et alors? Pourquoi il suit le même schéma? Parce qu'il veut être découvert? Oui, je pense que beaucoup d'entre eux sont aussi assez systématiques, tu vois. Ils veulent tout faire parfaitement. Pas forcément, mais la grande majorité a une préférence pour un certain moyen de tuer. Et ensuite, ils suivent toujours les mêmes étapes, tu vois. Du genre? Par exemple, ce BTK dont j'ai parlé, oui, ce sigle signifie Bind, Torture and Kill, ce qui veut dire genre attacher, torturer et tuer. Donc, il arrivait dans les maisons, il attachait les victimes, puis il les torturait et ensuite, généralement, il les étouffait, tu vois. Donc, c'est toujours ce même schéma. Sauf si quelque chose, sur le moment, échappe à son contrôle et là, ça finit par être différent. Mais sinon, hein? Quel est leur objectif avec cette standardisation? C'est comme un album conceptuel du psychopathe. Genre, il faut que je montre ma marque, c'est une signature. Comment il explique ça? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, je pense que chaque cas est différent, mais il y en a beaucoup qui ont cette signature, n'est-ce pas? Tu vois, par exemple, le Zodiac, c'est un gars dont on n'est toujours pas sûr de l'identité aujourd'hui. Il envoyait des lettres codées à la police et il avait sa propre signature. Il dessinait un cercle avec une croix au milieu. Donc, on dirait qu'ils aiment ça, tu sais? Ils prennent plaisir à laisser cette énigme et à avoir une signature. C'est même un peu cinématographique si tu y réfléchis, non? C'est sa façon d'exprimer son art à travers la mort, genre, en laissant une énigme, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, mais pas tous, tu vois. Par exemple, ici, il y a des tueurs en série où tu dois juste détecter un schéma, tu comprends? Parfois, on voit une personne sortir, tuer plusieurs personnes, et on la qualifie aussitôt de tueur en série. Mais tu vas voir que chacun des crimes était différent de l'autre. Un tueur en série se définit par son mode opératoire. Modus operandi, exactement. Il faut aussi qu'il y ait plus de 3 victimes. D'accord, mais il y a un truc, genre, les États-Unis sont le pays qui a le plus de tueurs en série. En fait, c'était en Indochine, en 1936. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre, le Brésil a beaucoup de tueurs en série? Alors, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais si je ne me trompe pas, les États-Unis sont l'un des pays qui en ont le plus. Je ne sais pas si c'est vraiment celui qui en a le plus ou si c'est juste parce qu'on en parle plus, qu'ils sont plus médiatisés. Qu'en Chine, il y en a et personne ne le sait. Exactement. On n'a pas autant de contacts, tu vois. Mais d'après ce que j'avais vu concernant les tueurs en série aux États-Unis, le nombre est vraiment très élevé. De nos jours, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de chance de capturer quelqu'un, que ce soit avec l'ADN, la police scientifique en général ou les caméras. Mais le Brésil a aussi pas mal de tueurs en série. Oui, il y en a, mais je pense que comparé aux États-Unis, il y en a moins. Quelle est l'histoire de tueur en série qui attire le plus l'attention, selon toi? Celle que tu as le plus regardée et tu t'es dit, mec, c'est vraiment intéressant, dans le sens de intéressant, hein? Oui, intéressant, mais c'est vraiment horrible, non? Mais c'est un sujet sur lequel je vais vraiment me pencher parce que, mec, ça m'a vraiment marqué. Oui, je pense que celui dont j'ai parlé, le Zodiac, c'est un des cas qui me perturbe le plus par rapport à ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est vraiment bizarre de ne pas réussir à retrouver ce type, tu vois. Il a agi pendant tellement d'années. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? C'est qu'il est probablement déjà mort, non? C'était quand déjà? Les années 70. Les années 70, je ne connais pas cette histoire. Oui, je crois que c'est parce qu'il a commencé à tuer des gens et il tirait, n'est-ce pas?
Des couples, ils étaient dans la voiture et c'était aléatoire. Oui? On pense que ce n'est pas très aléatoire, mais il portait un masque et donc les gens n'arrivaient pas à l'identifier. Et puis, après avoir commis les crimes, il avait cette habitude d'envoyer à la presse et à la police des lettres parlant de ce qu'il avait fait. Il mentionnait le nom des victimes et c'était des lettres codées, n'est-ce pas? C'est devenu un vrai phénomène à l'époque parce que quand la police n'arrivait pas à déchiffrer les lettres, il les publiait dans le journal pour voir si quelqu'un arrivait à les lire et à leur envoyer le code. Des gens ordinaires recevaient le journal le matin et essayèrent de trouver la solution chez eux. Il a inventé les mots croisés. Eh oui, le zodiaque. Eh oui. En fait, il a créé le zodiaque. Et maintenant, Sagittaire, pour découvrir qui c'est, et alors? Dans la dernière lettre qu'il a laissée, il a dit que son nom était là, dans le code. Il semble que 2 lignes de ce code restent indéchiffrables à ce jour. En fait, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont déchiffré et qu'ils disent que c'est ce nom, mais la police n'a jamais confirmé en disant « Vraiment, nous avons trouvé ». C'est pour ça qu'ils... Ils ne l'ont pas trouvé. Ce gaz est trop fort en énigme. Il a refusé. Non, je ne veux pas. Claudio, vas-y. Sur TikTok, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un gars sur TikTok qui dit que c'est son grand-père, que son grand-père est le Zodiac. Et le pire, c'est que chaque fois que quelqu'un dit genre « c'est quelqu'un de sa famille » avec les preuves avancées, tu te dis « ah oui, vraiment, ça pourrait être ». Il n'y a pas eu une série récente sur des gens qui l'ont côtoyé? Oui. C'était laquelle déjà? C'est sur Netflix. Les chevaliers du zodiaque. C'est ça. Il y a un très bon film qui a même été primé qui s'appelle Zodiac avec Robert Downey Jr., le Junior G. Gyllenhaal, il est américain, le zodiaque. Oui. D'où venait-il? C'est maintenant, tout va bien. Mais bon, c'était un gars américain des années 70, c'est juste qu'on ne sait pas le... Qu'il était, n'est-ce pas? Il pourrait être brésilien. C'est possible? C'est possible? Il pourrait être allemand. Californie. Il y a des gens qui disent qu'il était un immigré. Côte de Californie. Combien de personnes a-t-il tué? C'était 7, je dirais 7. J'ai vu juste. Je ne sais pas si c'était 7. Je mets une liste ici. De ceux dont vous parliez, des pays avec le plus de tueurs en série. Ah, États-Unis, X. Mais elle a aussi dit ça, c'est peut-être celui où il y a le plus d'enquêtes, non? ensuite vient la Russie. Attends, Attends. Revenons en arrière. Combien il y en avait aux États-Unis? je vais chercher le chiffre ici. Et quelques. C'est que c'est largement en tête. Ah, il n'y a pas la donnée, genre en millions. Avant tout, je veux passer au top 5, donc on va le dire. Russie, Royaume-Uni, Allemagne et Chine. Le Brésil n'est même pas dans le top 10. Allemagne? L'Allemagne, mec? Allemagne. Oh là là. Mais l'Allemagne a vraiment des cas très sombres. Pourquoi? Pourquoi penses-tu qu'il y a un lien, toi, dans tes études? Certaines cultures sont-elles plus enclines à, je ne sais pas? Je pense que dans des pays comme ça, par exemple les cas que je traite qui viennent de Russie, d'Allemagne, je ne sais pas si ça a un rapport avec le fait que ce sont des pays froids où les gens sont plus isolés, tu vois? C'est pour ça que le Brésil est tranquille. Oui, donc là-bas en Allemagne, il y a beaucoup de cas de personnes qui enferment des gens dans la cave pendant des années, tu comprends? Il y a un père qui a enfermé sa fille pendant 24 ans dans la cave. Il y avait même Les Bâtards sans gloire. Ce film portait justement là-dessus. Le chèque, j'ai sorti ici la... Attends. Attends, pause. Juste pour dire, c'est vraiment dur ça. Ce gars est considéré comme un tueur en série parce que cette histoire est vraiment lourde. C'est le gars qui a enfermé sa propre fille. Non? Ouais, non. Dans la cave, et il violait sa fille. C'était un truc vraiment fou. Il a eu des enfants avec elle qui vivaient dans la cave tandis qu'il habitait avec sa femme à l'étage. Cela a duré 24 ans sans être découvert. Incroyable. Pour te donner une idée des chiffres, d'accord? Oui, ce sont des cas enregistrés. Aux États-Unis, il y a plus de 3000 cas enregistrés. Au total, Au total, d'accord. La deuxième place, 300 wow, c'est-à-dire... la police est mauvaise. Ensuite, le Royaume-Uni, 160 cas enregistrés l'Allemagne, 100 cas la Chine, 100 cas l'Afrique du Sud, 90 cas, c'est-à-dire les États-Unis tout en haut, là. D'accord. Tu as parlé du froid en Allemagne, etc. Les États-Unis. Les États-Unis. Oui, exactement. Non, il y a une, je ne sais pas. Il y en a une? Avec... Les médias? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a une relation? J'essaie d'en parler avec toi sous cet angle, tu sais. Toute la mise en scène qui pousse la personne à beaucoup écrire, à beaucoup réfléchir, à tout élaborer et à chercher la célébrité. Il y a quelque chose, mais en fait, c'est une question vraiment intéressante, non? Pourquoi aux États-Unis, il y a autant de gens qui essaient d'être des tueurs en série? Je ne sais pas s'il y a une réponse. Je ne sais pas si c'est à cause du fast-food. Hein? L'alimentation. Ça doit être lié à l'alimentation. La nourriture est vraiment mauvaise. Oui, il y a aussi la question des armes, non? Du genre, ah, ça a du sens, évidemment. Oui, une politique sur les armes plus permissive. Il y en a qui vont dire que c'est la plus grande puissance du monde. Mais est-ce qu'il y a une société plus droguée, une société plus, disons, sous pression? Et ça, peut-être, ça frustre davantage.
Peut-être la mentalité, non? Je ne sais pas. Comme ça, oh, je n'en ai vraiment aucune idée. Non, pendant tout va bien. Oui, oui. Dans le cas du Brésil, selon toi, quel est celui qui est considéré comme le principal? Qui serait le zodiaque brésilien? Des tueurs en série? Oui. C'est que, ici, les cas de tueurs en série qu'on connaît, je crois qu'il n'y en a aucun qui soit resté un mystère non résolu, n'est-ce pas? Mais par exemple, on a le maniaque du parc, n'est-ce pas? Qui était ici à São Paulo d'ailleurs? Oui, je connais bien cette histoire. Qui tuait là-bas, au parc do Ibirapuera? Pas mal, n'est-ce pas? Il est vivant? Il est vivant et il y avait une histoire comme quoi il pourrait sortir de prison, je crois, en 2027. Donc il est en prison. Il est encore en prison. En prison. Mais j'étais même en train de lire certaines choses qui disent que parfois, sur recommandation médicale et tout, il resterait plus longtemps en prison. Il était censé sortir de prison. Et Pedrinho Matador, tu te rappelles qu'il avait créé une chaîne YouTube? Il a fait un podcast. Il est devenu youtubeur. Oui, il est devenu youtubeur. C'est le bazar. Je croyais que Vilela l'aurait invité. S'il est mort, il venait chaque mardi. Un spécialiste. Non, il ne l'a pas invité. Il ne l'a pas invité. Assez de crimes. Respecte aussi Vilela, bordel. Arrête, arrête. D'accord, cette histoire de Pedrinho Matador, je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Pedrinho Matador, il disait qu'il était un vengeur, non? Qu'il tuait des personnes qui avaient déjà commis des crimes ou qui avaient quelque chose contre lui à l'intérieur de la prison. D'ailleurs, il a été arrêté. Vengeur? Oui, il a été arrêté et sa peine a augmenté en prison car il y a tué des gens. Alors il se défend comme ça, du genre « Je n'ai tué personne sans raison ». Je crois qu'il ne voulait pas revenir car ça aurait été compliqué s'il était revenu trop vite. J'y ai déjà pensé. Il n'est pas allé chez Vilela, mais il a participé à un podcast. C'est lui qui y est allé. Je me souviens qu'il a participé à un podcast. Si je ne me trompe pas, on m'a déjà envoyé un message privé pour savoir si je voulais l'interviewer avant sa mort. Mec. C'est important. Parce que je pense qu'il voulait aller parler avec des gens, tu vois, avoir de la visibilité. Je ne sais pas si c'est pour se défendre ou autre. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que dans la tête d'un gars qui tue, il y a de la culpabilité, du remords, ou bien c'est plutôt du genre « Non, non, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour que vous regardiez et disiez « Félicitations, Pedrinho ». Alors, je pense qu'il y a des cas où, oui, d'ailleurs, on a des exemples de personnes qui vont en prison et qui se convertissent à la religion en prison, qui deviennent pasteurs, tu comprends? Ça arrive très souvent. Moi, en y pensant, imagine, Mano, le gars qui est ton pasteur, le gars qui, d'accord, il y a le repentir et tout. Mais moi, Mauricio, mais c'est moi, ce sont mes propres paroles. Moi, je ne ferai pas trop confiance, non, mec, à un gars qui a tué 400 personnes. Maintenant, le gars est là en train de dire, les gars, je vais vous dire ce qui est le mieux pour votre vie. Ce n'est pas possible, non? Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'analyses psychologiques ici, tu vois, car certains disent que ce sont des psychopathes ou sociopathes qui manipulent pour faire croire qu'ils sont repentis. Mais en réalité, c'est juste pour s'en sortir. Maintenant, pour d'autres personnes, je pense qu'il y a une chance de se convertir. Je crois que ça dépend beaucoup du cas. Quel cas évoqué sur tes réseaux sociaux a eu le plus d'impact, au point de te faire dire que les gens aiment vraiment cette histoire? Je sais que la vidéo la plus virale sur la chaîne évoquait une affaire criminelle, pas un tueur en série, mais elle a attiré l'attention car il s'agissait d'un garçon de 13 ans, je crois. C'est toujours quand ça concerne un enfant? Je pense que les mères regardent, non? Oui, quand il s'agit d'un enfant. Et c'était une affaire très lourde parce que lui, je ne me souviens plus exactement du nom de la fille, mais c'était une petite fille du voisinage qu'il a fini par tuer. Et là, un enfant a tué. Oui. Le garçon avait environ 13 ans, sauf erreur de ma part. Il a tué la petite fille et puis elle a disparu, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il découvre ce qui s'était passé. Elle est restée disparue pendant un certain temps. Et alors, dans tout le voisinage, il distribuait des prospectus, demandait aux voisins ce qui s'était passé. Ce garçon a participé aux recherches, il a essayé d'aider, et puis sa famille a commencé à sentir une odeur très forte dans sa chambre, et il ne savait pas ce que c'était. Il avait de petits oiseaux là-bas, ils ont pensé que ça venait de là, mais l'odeur empirait. Ils ont alors découvert qu'il avait caché son corps dans le matelas. Son matelas était un matelas, genre un matelas à eau, tu vois? Et donc, son corps était à l'intérieur et il dormait tous ces jours sur le matelas pendant qu'il aidait aux recherches, qu'il aidait à la chercher. Elle était toujours là, aussi aux États-Unis. Et voilà, ouais, ça m'a gâché mon déjeuner. J'ai même pas les mots. Putain. Non, c'était terrible. Bon, c'était vraiment lourd. C'est la fin des suppositions. Non, mais bon, d'accord. Comment, pourquoi, quelle a été la motivation? Évidemment, il n'y a pas de motivation, mais qu'est-ce qu'ils avancent comme raison? Je ne me souviens plus bien de cette histoire, mais je sais que la petite fille allait jouer chez lui dans son jardin. Ils jouaient souvent ensemble. Je ne sais pas, je peux me tromper sur ce cas,
Mais je ne sais pas si c'était un accident, qu'elle s'est évanouie, puis il l'a tuée et s'est dit qu'il devait cacher le corps. Ou s'il avait vraiment l'intention, je ne me souviens plus. Exactement. Je viens juste de me rappeler de cette affaire parce qu'elle est devenue très virale. Je pense que ça a beaucoup attiré l'attention de réfléchir à ça. Elle est alors devenue la fille du matelas à eau, non? Putain, hein? D'ailleurs, il y a cette série, hein, adolescente, ouais, L'adolescence? l'adolescence qui parle justement de ce sujet, est aussi sur Netflix, il me semble. Je recommande cette série qui dévoile l'esprit d'un psychopathe porté par l'un des meilleurs acteurs que j'ai vu, un jeune de 15 ans vraiment excellent. C'est une série anglaise hein, où il montre comment pense un garçon psychopathe qui décide de tuer. Tu as parlé de Thelma, oui. Tu as travaillé avec Thelma à l'EXC. Thelma est déjà venue ici. Et Thelma a fait un épisode qui a fait peur à beaucoup de gens. L'épisode « Si oui, oui ». Toi, à ce sujet, regarde la conversation que j'ai eue avec Thelma sur les crimes qui se passent dans la vraie vie, sur Discord et tout ça. J'allais justement en parler maintenant. C'est ça que je voulais te demander. Tu observes plus de crimes, moins de crimes, une société plus meurtrière, moins meurtrière. Quelle est ta vision en tant que spécialiste sur le sujet? Cette histoire de Discord m'inquiète, tu sais. J'en ai entendu parler récemment lors de l'enregistrement du podcast. Et puis, l'une de nos invitées, elle aide la police avec des cas comme ça. Donc, elle voit beaucoup de choses sur Discord. Et quand elle nous a raconté ce qui se passait, j'ai été vraiment horrifiée d'apprendre que ces choses arrivent ici, dans la ville où nous sommes. Et l'accès est tellement facile, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est important de donner de la visibilité, même pour les parents. Pour qu'ils sachent ce qu'est Discord. Beaucoup ont vu la série Adolescence et ont été choqués, affirmant « Ce n'est pas la réalité, c'est impossible Tu le jures? » Beaucoup de gens... Mon fils n'est pas comme ça, mon fils est gentil. Non, exactement. C'est intéressant qu'ils choisissent un enfant gentil qui finit par faire quelque chose d'horrible. Pour la famille, il ne fait rien de mal. Beaucoup de parents pensent « Mon fils joue dans sa chambre toute la journée, ce n'est pas grave. » Mais il faut faire attention, ces serveurs Discord ont des milliers de membres qui regardent les lives les plus horribles. Et ce sont en fait des adolescents qui demandent à beaucoup de filles, tu vois, de faire des choses, même de maltraiter des animaux, même de se couper, des choses vraiment bizarres, de la manipulation psychologique. Et c'est ça qui me choque, je crois. Comment une si grande communauté peut-elle trouver cela acceptable et le faire de plus en plus avec des enfants? Je peux? Quelle explication? Quelle analyse? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de manipulation là-bas, s'il y a peut-être une personne qui... Tu vois, pour que tu fasses partie de mon groupe, Tu dois faire? Oui, je ne sais pas, parce que, par exemple, on a les propriétaires de ces serveurs Discord, qui seraient les personnes qui contrôlent tout, et là, je ne sais pas s'il y a un groupe d'amis là-dedans qui finit par rendre ça acceptable, tu vois? S'il le fait, je le ferai aussi, parce que je peux. Oui, cela réveille le côté le plus violent de la personne? Je ne sais pas. et Gilles t'a parlé du surnaturel, il y a beaucoup de gens qui attribuent la cause de la situation au surnaturel. En fait, ce que je voulais comprendre, parce que évidemment, tu n'es pas psychologue, n'est-ce pas? Tu fais ton contenu, toi, mais tu étudies beaucoup et tu as des observations. Qu'est-ce que tu observes? Comme quels sont les facteurs de motivation? J'ai compris que, par exemple, le gars du BKG, la BTK, c'est un type qui, d'une certaine manière, cherchait à être au centre de l'attention. Je ne sais pas, il voulait attirer l'attention. Ce type devait avoir une vie. Il doit être fou, évidemment. Ah, le mot « fou » n'existe plus, non? Le gars a une condition. Certains évoquent le surnaturel. J'ai reçu un message, etc. Tu en penses quoi? Toi, tu parles de possession démoniaque. Oui, possession démoniaque. Oui, il y a beaucoup de gens, il y en a même quelques tueurs en série qui disent « Il y a celui qu'on appelle le fils de Sam, il est devenu célèbre, il disait que le chien de sa voisine était possédé et lui demandait de faire des choses. » Tu vois? C'est ça, il y a beaucoup de cas comme ça, c'est un fait. Le fameux « c'est mon chien qui m'a parlé ». Exactement. Moi, en écoutant un chien. Oui, c'était le chien possédé par le démon qui lui demandait de faire des choses et il les faisait, mais je pense que non. Attends, non, restons là-dessus. Essayons de clarifier ça. Mais alors, c'est quoi cette histoire de chien? Je veux dire, il y a même un documentaire très célèbre sur Netflix qui parle des fils de Sam, qui sont ceux qui parlent de culte satanique, de possession démoniaque, qui étaient ceux qui... Mais qu'est-ce que le surnaturel selon toi? Qu'est-ce qui est surnaturel et qu'est-ce qui est, par exemple, une schizophrénie? Alors, je pense que c'est une ligne très fine, parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent avoir un certain trouble de santé mentale ou une schizophrénie, un trouble neurologique ou autre chose.
Exactement, quelque chose qui leur fait vraiment croire qu'il y a quelqu'un là. Ou alors ils voient quelque chose qui demande. Qui demande quoi? Le mot qu'il a dans la tête, en fait, c'est esprit et pas lui. Lui-même. Exactement, ce n'est pas lui. S'il ne tue pas cette personne, quelque chose de grave arrivera à elle ou à sa famille. Ici, il s'agit bien de traiter la santé mentale, non? Ah, je comprends. Donc souvent le gars tue en pensant bien faire? Oui? Exactement. Il a un trouble psychique, d'où l'importance. Il y a beaucoup de ces cas où les gars viennent de familles violentes, ils présentent déjà des signes de problèmes de santé mentale depuis l'enfance, ou alors ils ont eu un accident à la tête, quelque chose comme ça. Mais la famille n'a jamais traité ni cherché d'aide, et le problème s'est aggravé jusqu'à ce que la personne tue quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de cas où, si la personne avait été prise en charge ou sous traitement dès le début, cela aurait pu être évité. Putain, bien sûr que ce n'est pas la règle, n'est-ce pas? Ce ne sont pas tous les gars qui disent ce genre de choses qui ont vraiment une schizophrénie. Mais bon, hein? Est-ce que ça a un lien avec ce genre de choses? Tu as déjà vu un cas où un gars a tué quelqu'un parce que Dieu lui a demandé de le faire? Dieu, je pense que oui. Avoir un lieu comme ça, tu sais, où le bien? Le bien, je pense que ça doit exister. Je pense que ça doit exister. De penser que c'était Dieu. Mais la plupart de ceux que j'ai déjà vus, c'est ça. C'est d'avoir... Parce que John Lennon, Il a été tué par un gars qui croyait qu'il sauvait la vie de John Lennon. Qu'il a lu, je pense que John Lennon demandait, le livre que John Lennon aimait le plus, c'était L'Attrape-Cœur. Le gars a lu le livre et a interprété que John Lennon demandait à mourir. Et il pensait qu'il faisait une bonne action. oui, ça arrive aussi. Ici, ces personnes avaient besoin de soins, n'est-ce pas? Elles devaient être traitées. Mais finalement, Aborder ces sujets te fait-il peur? Même avec ton côté journalistique, est-ce angoissant de te dire que c'est toi qui en parles? C'est une chose aux États-Unis. Tu parles d'un gars qui demain ne sera pas libre et qui est en prison à vie. Tu parles d'un gars qui vit au Minas Gerais et qui aujourd'hui est pasteur. non, je pense que c'est effrayant, oui. Je mentionne certains cas brésiliens, mais je préfère évoquer les plus célèbres, déjà largement discutés et ayant des documentaires. Parce que là, je me base sur ça et je pense que, tu sais, ça ne donne pas l'impression que c'est juste moi qui parle. Mais il y a certains cas qui me font peur. Par exemple, des cas qui se passent en ce moment. J'attends toujours de voir comment ça va évoluer, ce qui va se passer. S'il va y avoir une condamnation, s'il va y avoir un procès. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent aussi, n'est-ce pas? Je m'inquiète de, tu sais, parler d'une affaire. Récemment, il y a eu une affaire, je crois que c'était ici, à São Paulo aussi, celle de Vitoria. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était une affaire qui a eu beaucoup de répercussions aussi. Parce qu'au début, quand ils l'ont trouvée, ils ont dit qu'elle n'avait plus de cheveux, qu'elle avait un sac à la main. Et là, ça a commencé à faire le buzz, genre, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, au fil des jours, ils ont dit non, ce n'est pas que quelqu'un lui a rasé les cheveux. La décomposition du corps avait déjà fait tomber les cheveux. Mon Dieu. Voilà comment on commence à relayer l'information sans savoir. Et puis après, tout change et finalement, j'ai compris. Tu comprends. Donc, je préfère toujours attendre qu'il y ait une enquête. L'opinion publique finit souvent par détruire l'affaire, non? J'ai vu beaucoup d'exemples, comme l'affaire Evandro. L'opinion publique a décidé de s'en mêler et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non? Exactement. Désolée de te couper, mais parfois les médias gênent. Tu te souviens de l'affaire Eloa? Oui. Exactement. Ça aurait aussi pu être différent s'il n'y avait pas eu d'intervention, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut vraiment faire preuve de beaucoup de responsabilité. Chaque fois que je parle de ces cas, je me demande comment ce serait si la famille de la victime regardait, tu sais? Pour essayer d'en parler de la manière la plus respectueuse possible. Parce que je pense que ce n'est pas à propos de l'assassin, de ce qu'il a fait, c'est plus en fait pour rendre hommage à ce qui est arrivé à la victime elle-même. Une personne qui avait une vie, qui a vécu, qui a perdu la vie, et essayer de tirer quelque chose de tout ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler de ces affaires, des personnes ayant traversé une épreuve, mais ayant survécu ou fui. Donc, on a beaucoup d'histoires comme ça, tu sais. Parfois, ce sont des femmes qui ont été enlevées par des hommes. Elles étaient là, en train d'être torturées, parfois abusées, mais elles ont réussi à trouver un moyen de manipuler la personne pour pouvoir s'échapper. Putain! Ne dis pas ça. Je veux savoir, comprendre la manipulation des deux côtés. Oui. Par exemple, ces gars-là même dont on dit qu'ils sont des psychopathes ou parfois très narcissiques. Parfois, j'ai déjà parlé d'au moins 2 ou 3 cas où ils ont enlevé une personne. Elle est restée là en captivité pendant un certain temps. Victimes d'abus et de torture, elles sont restées fortes et ont dit « Non, je vais entrer dans la tête de ce type ». Et puis, elles ont un peu suivi leur jeu, du genre remercier, flatter, essayer d'avoir un contact plus personnel, en apprendre plus sur leur vie, savoir comment ils s'appellent.
Il raconte un peu pourquoi il faisait ça. Et là, on voit que ces types veulent de l'attention, tu sais. Ils veulent s'ouvrir, ils veulent raconter. Avec le temps, ils se sont détendus. Je lui fais confiance, donc cette fois, je n'attache pas. C'est à ce moment-là qu'elles se sont échappées. Tu vois? Elles ont fui. Quel conseil tu donnes? Je sais que c'est quel conseil tu donnes au cas où la personne, toi qui es en train d'être kidnappé maintenant et tu es, allons-y, en te préparant, hein, top 5 des conseils pour sortir d'une captivité. Mon Dieu, tu imagines? Non, mais qu'as-tu vu? Au début, tu m'as dit, Mo, j'observe beaucoup de choses, c'est pour que je fasse attention à moi-même, à ce qui peut arriver, etc. Alors, qu'est-ce que tu ferais dans une situation comme ça? Alors, Je pense qu'il y a quelques... apprentissage que tu... Oui, il y a des astuces utiles. Par exemple, une fille dans une vidéo disait que si quelqu'un t'aborde dans la rue comme « monte dans ma camionnette », mieux vaut faire un scandale et du bruit sur place plutôt que de monter dans la camionnette. Il ne faut jamais suivre la personne à l'endroit où elle veut t'emmener. Si quelqu'un est prêt à te tirer dessus juste parce que tu refuses de monter dans la camionnette, imagine ce qu'il pourrait te faire dans un lieu isolé, sans témoin. Donc, parfois, le mieux, c'est d'essayer de t'enfuir, de courir, de crier là dans la rue plutôt que de monter avec quelqu'un quelque part, tu comprends? C'est à cause de ces putains de films de tueurs en série que les mecs n'abordent plus les femmes en soirée. Le mec arrive, tu veux un verre, tais-toi, c'est foutu à cause du tueur en série. C'est foutu. Parce qu'une chose en entraîne une autre. Parce que les gens ont peur. Oui, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des limites. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir peur de tout, non. Mais il y a certaines choses à observer et à surveiller. Donc... Mais bon, allons-y. Tu as dit que tu es célibataire à 32 ans, c'est ça? C'est normal. La vie continue. D'accord. Mais en même temps, passer toute la journée à consommer ça, ça ne te rend pas un peu parano? Le gars vient te voir et dit « Hé, viens chez moi ». Tu réponds « Pas question ». Tu y vas avec un cutter. Oui, non, ce n'est pas exactement ça. Non, pas comme ça, non. Arrive armé, mec? Non. Je pense que, en fait, le plus basique pour toute femme, et je pense que tout le monde pense comme ça, c'est que si tu ne connais pas le gars personnellement, que tu ne l'as jamais vu, tu ne vas pas sortir avec lui pour aller chez lui dès le premier rendez-vous, n'est-ce pas? Moi, je suis le genre de personne qui préfère rencontrer la personne dans un lieu public. Oui, faire connaissance avec la personne. Mais je ne suis pas paranoïaque à ce point, c'est sûr. Il y a quelques petites choses que je fais au quotidien que je trouve utiles, mais si on vit comme ça tout le temps, on ne vit pas vraiment, n'est-ce pas? D'accord. Quel genre de... Par exemple, je suis dans un bar et ce type-là, je ne sais pas s'il est tueur en série, criminel. Qu'est-ce que tu penses avoir remarqué comme schéma? Pour que tu remarques, ce comportement est étrange. D'habitude, ils sont comment? Je ne sais pas, je pense que pour aborder ça comme ça au quotidien, c'est un peu plus difficile, non? Je pense que la base, c'est d'être toujours prudente avec tout le monde. Mais il n'y a pas un truc de séduction? Le gars est très séducteur, d'après ce que je sais. Oui. En général, le tueur en série, c'est un gars qui, pour te convaincre d'aller chez lui, pour... Ouais. Pas tous, hein. Il y a des gars qui... Par exemple, parmi les tueurs en série dont on parle le plus aujourd'hui, il y a Ted Bundy qui a tué plus de 30 femmes. Et il y a des personnes qui ont survécu à ces attaques. Des femmes qui ont survécu. Elles disent qu'il était charmant, qu'elles le trouvaient beau, que c'était un mec plutôt séducteur. Elles lui faisaient confiance, au point de monter dans la voiture avec lui. Et puis, quand elles ont découvert qui c'était, ils ont aussi choisi Zac Efron. Ça peut être un peu difficile. Ils ont mis Zac Efron pour jouer le personnage. Mais tu sais, je ne critique pas tant que ça parce que je pense que parfois les gens ont en tête que quand ils verront un tueur en série ou un criminel, ils sauront parce qu'il aura une apparence spécifique. Ça peut être n'importe qui. Il est important de choisir un beau gars, car cela peut être un beau gars. Mais c'est effrayant que tu me dises ça parce que tu me racontes l'histoire du gars qui était pasteur, pas vrai? Le Beketa, là, le BTK. Le bec, le BTK, le bec, BTK. Le Burger King, le Burger King, le Burger King, le BK, le BK, l'Oprah. Le McDonald's a donné le nom du gars, non? Le Burger King. Le Burger King, allons-y. Tu m'as raconté l'histoire de ce gars et c'est vraiment bizarre, non? Parce que c'est exactement le genre de gars à l'opposé du profil séducteur. C'est un homme marié avec un enfant et tout. Et soudain, du jour au lendemain, à 40 ans, ce n'était pas quelque chose. À 16 ou 18 ans, il y a une sorte de rupture qui fait que la personne commence à commettre des crimes. Alors, BTK, il aimait porter des vêtements féminins. Parfois, il portait un masque, tu vois. Ce n'était pas le genre de gars qui abordait les gens comme ça, tu comprends? Il s'introduisait dans les maisons, tu comprends? Non. Non. Oui, il n'y avait pas ce truc comme Ted Bundy qui allait parler avec les femmes, tu comprends? Oui. Donc, je pense que ça dépend beaucoup du profil de chaque gars.
BTK, je le vois plutôt comme un gars plus réservé, tu vois, plus dans son coin. Il a son travail, sa famille, son église, et puis il avait une seconde vie où il faisait ça. Alors, mais c'est quoi ce moment? Parce que je comprends quand le tueur est jeune, je sais pas, le gars a 20 ans, donc il a encore des pensées d'adolescent, il a déjà des traumatismes, je sais pas quoi, et il décide de passer à l'acte quand il a 18, 20 ans. Mais un gars qui commence à tuer, qui devient tueur à 45, 50 ans, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui motive ça? Qu'est-ce que tu observes? Il y a un déclencheur. Je pense qu'il y a certains traumatismes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent que parfois même un accident que la personne a subi, ça change quelque chose dans son esprit. C'est le cas de la moto. La plupart de ces cas surviennent pendant l'enfance. Ils disent qu'une zone précise de la tête, si elle est touchée, peut te changer. C'est compliqué à expliquer, je ne suis ni médecin ni psychologue, mais souvent, si tu heurtes cette région, cela affecte ton empathie. Tu perds l'empathie. Oui, c'est comme si tu ne voyais plus l'autre comme une vraie personne, c'est presque comme si ça n'avait aucune importance, tu comprends? Tu n'as pas ce truc que nous, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu vois, toi et moi, normalement, on va penser de ce côté-là, mais ces personnes-là, Tu restes fasciné par l'histoire. Tu te demandes comment ce gars a pu manquer totalement d'empathie. Exactement. genre, comment il a fait? Une question mentale différente de la tienne. Ouais. Il prend un autre chemin. Et la vie de ce gars après le meurtre, par exemple en prison, comment ça se passe? Parce qu'on sait qu'ici au Brésil, le violeur, il n'a pas une vie si facile en prison. Tueur en série, est-ce qu'il reste seul dans une cellule? Est-ce qu'il se fait beaucoup d'amis? Est-ce qu'il tue davantage? Ouais. Je ne peux pas dire qu'ils sont tous en isolement, mais parmi ceux que j'ai vus en prison, même les plus interviewés restent généralement seuls. Ce qui est étrange, c'est qu'ils reçoivent de nombreuses lettres d'admirateurs en prison, non? Ouais, mec. Puis bon, ça devient un documentaire. Exactement. Exactement. Comme des lettres d'amour, des gens qui veulent se marier avec eux, ou même des gens qui veulent dire qu'ils ne sont pas responsables des crimes. Tu vois? Genre, elles veulent les dédouaner. Tu es fasciné par l'esprit humain, tu n'es pas aussi fasciné par ces histoires. Bien sûr, moi aussi. Qui sont ces personnes? Qui sont ces femmes qui envoient des messages à leur potentiel assassin? Ce qui est si plus étrange, c'est que ce n'est pas qu'une seule personne. Ils reçoivent des milliers de lettres de fans. Beaucoup apprécient ce côté morbide, tu ne trouves pas? Je me souviens qu'une fois, je suis allée dans un musée et j'ai été horrifiée. Je suis partie au bout de 5 minutes parce que je pensais que c'était autre chose. Je n'avais pas fait de recherche, j'aurais dû me renseigner avant d'y aller. Mais c'est un musée qui se trouve à Los Angeles, il s'appelle le musée de la mort. Et ce musée est horrible. C'est un musée qui montre essentiellement des photos très explicites de crimes. Un mur, par exemple, est dédié aux accidents de voiture. Donc web dans un endroit, n'est-ce pas? Oui, le visage de la mort. C'est ça? C'est ça, c'est gore, tu vois. C'est pour ceux qui aiment regarder du sang. Tu vas voir, il y a une tête dans une poubelle, tu comprends? Et souvent, il n'y a même pas le nom de la personne. C'est juste accident entre telle rue et telle rue. Mais non, arrête. Non, tu dis quelque chose d'insensé. Il y a un musée de ça. Il y a un musée de ça. Oui, à côté, il y a un McDonald's. C'est normal. Comme ça, dans une rue très célèbre. BTK, c'est juste à côté. Ensuite, la boutique, le gaz exagère, ils achètent des souvenirs. C'est comme une attraction touristique, tu vois. Oui, par exemple, des activités en ville. Tu as visité ce musée? Je te jure, je suis juste entrée, j'ai suivi le chemin et je suis partie. Je n'ai pas pu regarder. D'ailleurs, la première photo qu'il y a, oui, les premières photos sont d'une affaire très célèbre aussi à Hollywood, celle du Dahlia noir. C'est une affaire non résolue jusqu'à aujourd'hui. Elle aussi a été retrouvée. Son corps était dans un état terrible. Il était coupé en deux. Je n'avais jamais vu de photo aussi explicite de la scène du crime. Ils ont tout là-bas. Et j'ai été vraiment horrifiée, vraiment. Parce que même si je raconte ces affaires, je ne suis pas du genre à regarder les photos. Genre, je lis à ce sujet, mais je n'aime pas regarder. D'ailleurs, je me sens mal rien qu'à la vue du sang, d'accord? Je sais que c'est super contradictoire, mais je n'aime pas voir ça. On m'a déjà proposé une formation en criminalistique, mais je ne sais pas si j'ai l'estomac pour ça. Est-ce que tu ne t'intéresses pas à ce genre de sujet, justement parce que c'est l'opposé de ce que tu es? Ouais. Et toi, d'une certaine manière, tu essayes de... De comprendre, n'est-ce pas? C'est possible. Putain. C'est très explicite. Il y a l'affaire O.J. Simpson, tu vois, beaucoup d'autres choses, et une salle dédiée aux tueurs en série. Il y a des tableaux qu'ils ont peints et des dossiers de l'affaire. Cette partie-là est un peu plus... les gens s'y intéressent davantage parce qu'il y a un côté plus enquête. Oui, juste à côté de tes études de droit. Oui. Mais la tête dans la poubelle, c'est pure morbidité. Oui, il y a des choses de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un grand mur comme ça, plein de photos. J'ai même entendu, je regardais des vidéos sur Internet à ce sujet. Des youtubeurs sont allés là-bas pour parler du musée.
Et puis, il y en a une qui a commenté qu'elle avait appris, et je ne sais pas si cette information est vraie, mais que les propriétaires du musée reçoivent parfois des appels du genre « il y a eu un accident dans telle rue » et ils y vont en courant pour prendre des photos à mettre dans le musée. C'est Night Call. C'est ce que j'allais dire. Night Call. Night Call, c'est un film. Je disais à Ju avant de commencer, on discutait au café à propos d'une série En fait, ceci est une grande compilation de séries à regarder. C'est l'interdit à la télé, non? Ça s'appelle Bandits à la télé. Bandits à la télé. Tu as déjà vu ça? Ce génie, hein? Bandits à la télé est une série qui s'est passée à Manaus. En fait, ce n'est pas une série qui s'est passée à Manaus, c'est une affaire qui s'est passée à Manaus. C'était comme le Datena local, on va dire ça comme ça, non? Présentateur, journaliste d'actualité, tu vois, de crimes et tout ça. C'était ce truc de l'après-midi, 2 heures de l'après-midi. Tu sais quand tu es en train de déjeuner? Tu es là entre le risotto et les haricots, puis tu regardes la télé et il y a un gars décapité, c'est ça le Brésil, c'est ce qu'on aime. Ouais, ce gars-là, je crois pas que ce soit Ellington, plutôt Washington ou un nom similaire. Il était le présentateur, tu comprends? N'est-ce pas? Quelque chose bébé, il y a un là. En tant que présentateur, Wallace Souza anime cette émission. Tout le monde s'est trompé. C'était avec un W. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Washington. Washington. Wallace Souza, il était le présentateur local et son émission avait une audience, un peu comme Siqueira Junior. Et il a été découvert plus tard, à travers des enquêtes, qu'il était d'une certaine manière lié au crime qu'il condamnait. Alors, personne ne comprenait comment un crime venait de se produire et le gars était déjà là, journaliste. Nous sommes ici. Il est 5h30 du matin. Il semble que quelqu'un soit mort ici lors d'une bagarre de billard et celui qui, d'une certaine manière, rendait cela possible était le présentateur lui-même qui deviendra plus tard député fédéral. D'ailleurs, il y a même une grande question. Beaucoup de gens disaient qu'il était coupable et il y en a aussi qui disaient qu'il n'était pas coupable. Donc, ce débat reste ouvert, n'est-ce pas? Oui, c'est quoi? Tu fais la promotion du crime à ton propre profit. Gagner de l'argent là-dessus? Gagner de l'argent là-dessus. Et là, je te demande, tu traites du contenu sur le crime. Toi, quand il y a un crime, d'une certaine manière, putain, tu es là, non? Impliqué, tu gagnes ta visibilité et tout ça. Comment tu fais ta sélection de ce dont tu parles et de ce dont tu ne parles pas? Alors, je pense que pour moi, c'est vraiment cette question du mystère dont j'ai parlé. Je préfère choisir ces affaires qui gardent une part de mystère, quelque chose qu'on peut en tirer. Et il y a certains cas, par exemple des affaires brésiliennes, où il y a déjà eu des gens qui m'ont demandé de ne pas en parler. Pourquoi? Je me souviens qu'une fois, j'ai parlé d'une affaire qui concernait un endroit. Non, mais ce n'était pas un crime. C'était quelque chose de surnaturel qui se passait à cet endroit. Sauf que cet endroit était autrefois un couvent de religieuses, et les sœurs m'ont demandé de retirer la vidéo parce qu'elles ne voulaient pas que ça devienne quelque chose, tu sais? Stigmatisé? Oui. Et ça ne me dérange pas, tu sais? Ça ne me dérange pas de ne pas en parler. Je pense qu'il y a aussi certains cas qui sont plus lourds ou qui sont très récents, et parfois c'est encore trop difficile pour la famille. Ah, le fameux trop tôt. oui, exactement. Ça vient juste d'arriver. Ou alors, tu sais parler, mais d'une manière respectueuse, tu vois? Il faut ce filtre car souvent, on a l'impression que c'est comme un film ou une série, car c'est loin de nous et on ne les perçoit pas comme réels. Pour certains, c'était très réel et c'est arrivé. Imagine, tu vois? Si un membre de ta famille vivait quelque chose et que tu voyais une vidéo sensationnaliste ou qui en parle mal, j'essaie de me mettre à ta place. Tu vois, en y réfléchissant, c'est vraiment nul, non? Parce que, bon, une chose, c'est l'histoire de Suzanne Richthofen. Qui est très populaire, non? Non, mais non, même l'oncle de Suzanne Richthofen n'a rien à voir avec Suzanne Richthofen. Soudain, il se retrouve mêlé à une histoire qui fout la merde pour la famille et tout le monde, non? Je pense qu'il y a beaucoup de douleur qui finit par s'entremêler. Ouais. Quel est ton objectif au final, alors? Parce que tu fais des vidéos et tout, et tu es en train de devenir une grande voix, non? Et quand tu as décidé de devenir avocate, tu n'imaginais pas que tu prendrais ce chemin. Tu te demandes quelle est la prochaine étape? Je vais faire un documentaire, je vais écrire. Tu as envie de... Pour moi, c'est surtout une question éducative. Tout ce que les gens en retirent est toujours positif. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, même je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui voient ces choses comme un moyen de contrôler l'anxiété aussi, tu vois. C'est même une explication, le contrôle de l'anxiété en fait, il y a une explication que les gens donnent plus souvent avec les films d'horreur, n'est-ce pas? Pourquoi les gens aiment-ils autant regarder des films d'horreur alors qu'ils vont avoir peur et être effrayés?
On dit que parfois, si tu es très anxieuse, tu regardes quelque chose qui te procure une anxiété contrôlée, avec un début, un milieu et une fin, puis ça se termine sans rester avec toi. Et je pense que parfois, quand tu regardes une histoire comme ça, qui est bien bouclée, tu sais, ça te donne, tu arrives à voir l'histoire en entier. Je comprends? La tension s'en va parce qu'il y a une résolution. Oui, tu peux voir la fin. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'arrive pas, par exemple, avec des affaires mystérieuses non résolues, n'est-ce pas? On reste tendu. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Donc j'aime bien cette partie plus éducative, je pense que c'est très important. Que mince, le crime fait un carton parce que les gens sont plus anxieux. Là, tu m'as emmené sur un terrain auquel je n'avais jamais pensé. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Que le gars qui termine est... Aujourd'hui, on a aussi une augmentation des films d'horreur, n'est-ce pas? Il y en a de plus en plus. Merde, j'ai entendu un gars dire une fois que c'est une œuvre. Regarde comme c'est fou, ce sujet est même arrivé jusque-là. Les œuvres musicales, elles n'améliorent la vie des gens que lorsqu'elles se terminent sur la même note que celle qui commence la composition. Donc si tu commences l'habillement à la musique en do et que tu la termines sur une tension, je sais pas, une carte augmentée comme on dit, eh bien la personne repart tendue et sa semaine n'est pas très bonne. Intéressant. Parce que ça a du sens. Tana, 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 voilà. C'est fini. C'est fini, il rentre tranquillement à la maison. Exactement. Cela peut beaucoup jouer. C'est possible. Donc on dépend de la police brésilienne pour guérir les cas d'anxiété. Pour résumer, C'est ça. En résumé, putain, la police doit améliorer notre anxiété. Les crises de panique surviennent car les affaires restent non résolues, mais d'une certaine manière, ça a du sens parce que le gars se dit « Ok, le mec est en liberté, il est impuni, tu vois, donc c'est chaud. » Parce que quand tu as un sentiment d'impunité, tu deviens aussi plus anxieux. Oui, exactement. Peut-être que tu veux regarder en te disant d'accord, ça s'est terminé comme ça, tu vois, genre, quelle a été la solution? Ou alors, waouh, cette personne a vécu ça, mais ensuite il s'est passé ça et au moins la personne a été capturée. Ou alors, waouh, elle a réussi à survivre. En somme, cela apporte un certain soulagement, non? « Mec, je n'ai pas pris le temps d'y penser, mais la personne qui m'a causé le plus d'anxiété pendant ces périodes, c'était Daniel Lopes. Putain de merde. Tu connais Daniel Lopes? Je sais qui c'est, je ne suis pas, Si je fais venir Daniel Lopes ici, je ressors avec les cheveux blancs. Cheveux blancs. J'ai appris qu'il a 26 ans, met de l'argent là-dessus. Mais plus d'argent en thérapie. Daniel Lopes me pousse à acheter un terrain. Il le fait, je deviens tendu. Par Dieu de Abaya, ça cartonne là-bas en ce moment à cause de lui. Ça cartonne. Il vient, il s'assoit sur le canapé et il dit « Mon frère, ça va mal tourner, je sais pas quoi. Ça va mal tourner. Par Dieu du ciel. Je ne savais pas occuper. c'est pour la paranoïa. Je dois avoir Daniel Lopes et le gars qui calme Daniel Lopes, tu comprends? C'est le gars dont elle parle. Oui, pour conclure et bien s'en sortir, C'est le thérapeute de Daniel Lopes qui parle. Oui, parfait. Si l'homme à côté de Daniel Lopes me parle, il est fou. je réponds. Ça apaise mon anxiété. Frère, imagine son thérapeute. De Daniel Lopes. Il n'a pas de thérapeute. S'il en a un, c'est fini pour lui et sa carrière. Il va arriver et dire « Namasté ». L'Iran attaque, mais je reste serein en méditation. C'est vrai. Il a perdu sa voix dans son domaine, c'est fini. L'ours, c'est terminé, personne n'en veut. Incroyable. Donc rien de tout cela ne t'a touché jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je pense qu'au début, j'étais pire et puis j'ai essayé de m'adapter, tu vois, d'une certaine façon. D'accord. À part TikTok, tu fais quoi d'autre? En termes de contenu, d'invitation, parce que tu fais beaucoup de choses aussi, la télévision par câble, À la maison, oui, donc j'ai la chaîne et tout, je travaille beaucoup dans le cinéma, tu sais. Aujourd'hui, on a déjà fait 2 courts-métrages d'horreur aussi. Tu écris de l'horreur? Oui, j'aimerais vraiment en savoir plus. Et me concentrer là-dessus. et dans quelle mesure la réalité est-elle associée à l'horreur, où tu veux créer des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité? Alors, j'ai vraiment très envie de faire quelque chose de grand avec une histoire brésilienne qu'on a ici. Parce que je pense que ça t'a été un peu plus exploré, mais le Brésil a beaucoup de légendes et vraiment beaucoup d'histoires qui pourraient avoir beaucoup plus de succès, tu sais. Saci. Oui, en fait, mes 2 premiers courts-métrages traitèrent de la légende de la blonde des toilettes, n'est-ce pas? Sérieux? Oui, la blonde des toilettes. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'essayais de faire le rituel de la blonde des toilettes dans les toilettes de l'école. Je te parle, t'es bizarre. Viens pas avec ces conneries. De chasse d'eau à fond, putain. Et là, elle dit « Non, je suis super normale. La petite tête sur cette table, comme un petit verre. Ça, je ne le ferai pas. Ça, non, pas moi. Ça, tu ne le faisais pas. » Le truc du compadre, Ça, je le fais. Ça, je le faisais. le truc de t'es Jumanji. Ça, je ne le fais pas. Celle qui le fait, c'est Géraldo jouait à Jumanji. Daniel Pires qui fait ça? Daniel Lopez.
Non, Pires. Pire, c'est sataniste. Quelqu'un, putain, c'est vrai. Ça brille ici. Il est venu ici aussi. Complètement fou. C'est lui qui utilise la planche Ouija là-bas. Il est dans ton groupe. Il essaie tout le temps de me convaincre d'aller faire une planche Ouija avec lui, mais je refuse. Je ne le ferai pas. Tu penses vraiment que ça peut mal tourner? On va le faire? Oui. Non, on va te faire foutre. On va le faire. J'ai un fils. T'es fou quand j'en parle. Mon fils marche au plafond. Il se tord au plafond, descend la tête à l'envers. Pourquoi pas? Il y a déjà eu l'autre qui m'a foutu dans la merde, là, l'histoire, mec. L'histoire? Le gars venu ici, comment s'appelait-il? Celui qui est mort. Daniel Comment il s'appelle? Mastral. Daniel Mastral. Il est venu ici. C'est vrai. Mais qu'il y a une histoire lourde. Je peux la raconter? Daniel Mastral, il est venu ici. Moi et lui? Non, je ne sais pas qui c'est. Non, ce qu'il dit, c'est fou. Épisode incroyable. Si tu es encore là, quel épisode? La vidéo de Daniel Mastral est déjà sortie parce que cette émission est enregistrée. Ce n'est pas du direct, on fait seulement semblant. C'est pas le cas. La vidéo de Daniel Mastral a été publiée le jour et à l'heure de sa mort. C'est un mensonge. Quel journal télévisé, tu sais? Je n'y crois pas. La vidéo venait juste de sortir. C'était en mode... C'était en mode première sur YouTube. Mode première sur YouTube. Tout le monde voulait tuer Mauricio. Profiteur! Non, mais la vidéo a explosé parce que tout le monde voulait la voir. Daniel m'a aidé à acheter des trucs là. Mais non, désolé, il a acheté une caméra et tout. Mais bon, ce n'était pas prémédité. Non, bien sûr. C'était une vraie coïncidence. J'aurais été le gars de Wallace. C'est vrai. Il a parlé que ça allait arriver. Avec le taureau, Il peut y avoir Banderos à la télé, il peut y avoir Banderos sur YouTube, mais pas ici chez nous. nous allons tuer Jou le jour de l'épisode. Les gens, si quelque chose se passe, vous savez déjà. C'est foutu. Regardez ça, Ju a eu une pneumonie. On va faire un extrait de cette partie. Et c'était nul, parce que normalement, l'épisode, enfin pas toujours, mais normalement, l'épisode sort à 11h du matin, le lundi, n'est-ce pas? L'épisode de Daniel Mastral est sorti à 11h, et sa mort a été confirmée en ligne à 11h15, incroyable. Waouh, c'était juste après. Et les gens ont parlé. La première chose que quelqu'un fait, c'est d'aller sur YouTube, C'est le premier qui est apparu. et là, c'est en direct. C'est sa petite tête là-bas. Il est là, avec sa petite tête, en train d'interviewer. C'est vrai, c'était la première. Mon Dieu. La vidéo était comme ça, 1000, 2000, 30 000, 60 000 vues. Je suis choqué. Puis je suis allé sur Instagram. Et là, ce fils de pute. Profiteur, profiteur. Et puis il y avait un gars là-bas qui était sataniste. L'autre n'est plus sataniste. Le démon en moi. J'ai dit putain. Mais attends, maintenant il est devenu prêtre. Ah ouais? Le gars s'est énervé contre moi, c'est un profiteur. Il m'a déchiré le visage. J'ai dit purée. Presque viré. 63 personnes. Quelle peur. Mon Dieu, je suis choquée. Incroyable, quelle coïncidence. Alors, je ne sais pas pourquoi on a parlé de ça, non? Maintenant? Pourquoi moi maintenant? Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi tu parles de son histoire? On a parlé de faire une invocation ici. Ne viens pas avec ces conneries d'invocation. Parce qu'il voulait le faire? Non. Parce qu'il a dit des choses, c'est une idée. Et après qu'il soit venu ici, il n'est arrivé que des mauvaises choses. Oui. Ah oui? Il a dit des trucs assez lourds, non? Et puis, enfin, ma vie n'a pas été très chouette après. Mais allons-y. Mon Dieu, quelle horreur. J'y crois, j'y crois. J'y crois aussi. D'accord. Donc tu étais une enfant, comme tu l'as dit, non? Oui. Une préadolescente curieuse à ce sujet. Oui. D'accord. Je pense que j'ai une bonne transition pour qu'on en parle. Toi qui es l'une des plus grandes spécialistes, connaisseuses et passionnées, n'est-ce pas? En matière d'horreur. 3 meilleurs films d'horreur que tu recommanderais aux gens pour peut-être découvrir et aimer. Et pourquoi tu aimes ces 3 films? D'accord. Moi, j'aime beaucoup les films d'horreur psychologique. Donc, je pense que mon préféré de tous, c'est Hérédité. Hérédité? Hérédité. Tu l'as déjà vu? Non, je n'ai rien vu. Je suis une poule mouillée. Pour moi, Toni Collette, qui est l'une des actrices principales de ce film, elle aurait dû gagner un Oscar pour son interprétation. Elle a été impeccable. Ça parle de quoi? Et c'est une histoire qui a un lien avec une secte satanique. Je préfère éviter de spoiler, dis-le simplement. En résumé, sa fille, une petite fille, meurt. Et le film contient beaucoup de symbolisme en arrière-plan. Qu'il y a une secte là qui veut que tout ça arrive, waouh! J'ai vu le post et j'ai déjà flippé. Je veux voir ses filles. J'ai déjà vu le post. J'ai déjà flippé. Je n'aime pas les films d'horreur, non. Je flippe grave. Non, l'enfant a une tête... Désolé de t'interrompre. Les films d'horreur, j'aime bien en fait. Mais tu sais quel genre de film d'horreur j'aime? Ces films un peu punk. Jason, n'est-ce pas? Quelle énorme hache. C'est un peu comique aussi, non? Bien, ne commence pas avec ça, Wes. Ne commence pas avec le truc du « la mienne arrive ». Ça me fout en l'air. C'est de l'horreur psychologique. Ça, c'est quoi ça? Derrière toi, non, ça va, psychologique. Ce film-là, tu sais, m'a vraiment rendu fou, perturbé. Celui avec Jack Nicholson. Shining, putain.
Que ça me... Ça m'a fait peur. Celui-là est très psychologique. Qu'il est écrivain dans la neige, tout seul? Oui. Et puis, il commence à avoir une crise? Oui. Quand il fait une crise, ça me fait flipper parce que ça pourrait m'arriver aussi. Alors j'ai un peu peur? Oui. Shining, c'est un peu ça. Il y en a peu, mais il a aussi ce côté un peu surnaturel. En plus du côté psychologique, tu vois. Mais c'est un film vraiment bien construit. En regardant à nouveau, tu remarques de nombreuses références qui aident à comprendre la fin. J'aime beaucoup cette approche, tu vois, la façon dont c'est travaillé. Un film pour ceux qui ont un peu peur, mais avec une touche surnaturelle que j'adore, c'est Get Out. Get Out, il a aussi reçu plein de prix. Ah, Get Out de Jordan Peele, c'est merveilleux, mais c'est une comédie, ça. non, n'est-ce pas? Je l'ai vu comme une comédie, oui. D'accord. Demande à Batista s'il a trouvé que c'était une comédie. Demande à Batista s'il a trouvé ça drôle. Non, mais c'est un peu... Mais bon, ce n'est pas une comédie, évidemment, mais c'est un film léger dans le sens où il y a... C'est pour ça que je dis ça. Pour ceux qui ont peur, qui n'aiment pas trop ces choses surnaturelles, moi je pense que Get Out est un bon film. Mais par exemple, moi j'adore Conjuring. Ce qui me touche, c'est peut-être que c'est inspiré d'histoires vraies, même si pas totalement, et je trouve ça vraiment iconique. Je pense que Conjuring a vraiment popularisé l'horreur. C'est un film qui a touché beaucoup de gens, tu vois. Donc Conjuring, c'est... quoi d'autre? Il y a certains films que j'aime où l'horreur est un symbole. Par exemple, Mr. Babadook est un film où l'horreur représente le deuil de la mère. Tu comprends? Ce n'est pas une entité. Pour nous, dans le film, c'est une entité, mais ensuite tu comprends que c'est le deuil qu'elle ressent d'avoir son enfant là et tout ça. Tu aimes les films d'horreur? Oui, j'aime ça. Tu aimes la littérature d'horreur? Tu aimes les films d'horreur? J'aime bien, mais par exemple, je ne suis pas trop fan des films gore où il y a beaucoup de sang, tout ça. Par exemple, j'aime bien Scream. Tu aimes l'horreur psychologique? Oui. Par exemple, je ne regarde pas un film juste pour voir des trucs comme Saw. Oui, je regarde, mais ça me met vraiment mal à l'aise. Ce n'est pas quelque chose que je trouve anodin. Oui. Saw, pour moi, c'est exactement ça. C'est fou, mais Saw, c'est dans le délire du psychopathe, du tueur en série fou. Qu'est-ce que tu aimes? Par exemple, L'Exorciste, tu aimes ça? J'aime l'exorcisme, mais ceux qui me font le plus peur, ce sont les films d'exorcisme. Alors, je reste comme ça. Tu veux? Tu crois aux exorcismes? Moi, je pense que j'y crois, tu vois. Je ne sais pas si je crois vraiment aux démons, mais je crois à cette chose maléfique, tu sais? D'accord. Et il y a certains films qui me laissent vraiment mal après coup, comme Longlegs, tu l'as vu? Non? Je n'ai rien regardé, je suis une poule mouillée, j'ai regardé, mais... C'est le genre de film qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Je me suis dit, il y a une telle ambiance autour de moi, je vais devoir faire un signe de croix, tu comprends? Cette sensation, ça passe. Évite ça, Mauricio. J'aime pas ces films, non, évite. Non, j'aime pas. Pour moi, Twitter, c'est déjà de l'horreur. D'accord, t'aimais les nuits de la terreur au Play Center, merde. Moi, j'aime bien, je trouve ça cool. T'aimes te faire peur? Non, j'aime pas, mais je trouve ça amusant. Ouais, avec du monde. T'es vraiment bizarre. Et avec du monde comme ça, avoir peur, c'est drôle. L'horreur, c'est cool. Moi aussi, j'aimais bien. Beaucoup n'aiment pas les films d'horreur, mais apprécient ce type de sortie. Tu es bizarre. Une personne vraiment bizarre, hein? Ah oui, je ressens un truc bizarre ici. Oui, Elle aime ces trucs-là. Daniel Pires va revenir ici, on va faire Mette les deux ici. Non, invite-moi. Non, ne m'invite pas. Je ne vois pas. C'est le jeu du compas, non. le jeu du compas. Dessiner un pentagramme par terre et parier pour voir qui gagne au jeu du... Il y a une chose que je ne fais pas. J'ai très peur. Je ne pose même pas la main sur le plateau. Oh là là. Je pensais que c'était sur le téléphone avec le jeu du tigrinou. Aussi. Pourquoi as-tu peur? Quels sont les témoignages? Que peut-il arriver? C'est parce que... Parce que tous les cas surnaturels que j'ai déjà racontés, la grande majorité commence parce que quelqu'un a voulu faire le jeu du verre. Putain. Tous. Ah bon? Oui. Ça s'est produit, Mathéus. Tu ouvres un portail, donc je ne joue plus. Comment ferme-t-on le portail? Quelqu'un peut m'apprendre à fermer le portail? Ne fais pas ce jeu. Non, ton gars l'a fait. Il était complètement défoncé. Corotte. Et ça s'est ouvert. Il dit juste que tu dois dire au revoir, non? Genre, parce que sur le plateau, il y a le bonjour et l'au revoir. Et là, tu termines, tu dois finir la partie. Tu ne peux pas simplement laisser ça ouvert. Non, l'esprit ne comprend pas que tu arrêtes de jouer. Magie. Ils ont laissé ouvert 30 ans puis ont dû rejouer. Attends, c'est trop fort. Il faut rejouer. J'ai perdu le plateau. Je suis ouvert pour toujours. Non, pendant que tu fais ça, tu poses les questions, mais ne le fais pas. Moi, je te dirais de ne surtout pas le faire. Mais si tu l'as fait, ils disent qu'il faut finir. Tu ne peux pas juste laisser ça et partir. J'ai essayé DH, j'ai déjà perdu le plateau. Comment on ferme cette merde? Alors, ne garde pas le plateau. Bon, alors, avec cette fin sympa et affectueuse, parce que... Certains doivent s'inquiéter maintenant.
ceux qui l'ont déjà fait. Oui? Je crois que les gars ont ouvert avec le petit verre. Moi, je te le dis, c'est foutu. D'un coup, je suis là, j'ai ouvert cette merde, je l'ai ouverte. C'était le jour là chez Mastral. J'ai ouvert. Non, mais ils disent aussi que tu peux, je sais pas, si tu as un truc, tu vas, je sais pas à quelle religion tu crois, mais il y a des gens qui y vont et qui font, qui enlèvent. Moi, pour moi, alors, Tu n'as pas peur de te tourner vers une religion censée enlever ça? Et si le gars ouvrait? Je ne sais pas. je ne sais pas. Dans la religion qui enlève, le gars dit « ouvrons », il ouvre encore plus. Il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Avoir confiance, il faut que ce soit l'endroit. Fais confiance. Alors fais confiance, Brésilien, le gars là-bas, il gagne, il guérit le truc du « va à Zurich ». Là-bas, c'est fiable. Je vais conclure là-bas, à Zurich, conclue là-bas, à Zurich, enlève, je vais à Zurich pour conclure, putain. Protège-toi là-bas, à Zurich. Bon les gars, voici Jou Cassini, je veux dire, amen, Amen. 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 amen, amen. J'ai compris, amen, amen. On peut dire amen. Tu fermes le truc frère, tu fermes alors que c'est ouvert vieux. Je pensais Qui est... qu'elle a bien lâché une. Je vais m'arrêter ici. Amen. Salut, voici Jou Cassini, amen. D'un coup, elle est vraiment bénie. Elle parle d'horreur, elle arrive, elle termine avec amen. Ça a changé? Ça a bousillé son TikTok. Salut à tous, parlons spiritualisation. En fait, je ne suis qu'un personnage. Moi, le personnage, voici Jou Cassini. Dans la description de la vidéo, mec, il y a tous les réseaux sociaux, tu vois, qui ensemble comptent plus de 10 millions d'abonnés, hein. Abonnés, c'est le terme maintenant, je ne sais plus, d'utilisateurs, je ne sais pas, moi. Il y a son TikTok, je crois que c'est là que je l'ai découverte, et je pense que toi aussi tu tomberas dessus si ton algorithme est maudit. Ouais, Instagram, tout ça, tu peux lui envoyer des messages du genre « ramène mon père », elle peut le faire, elle est en train de le faire, Sans promesse. sans promesse abusive. Bon, les gars, cette conversation est aussi sur Spotify. Rappelez-vous, partagez cette vidéo et laissez un like et écrivez ici en bas quelles ont été vos expériences surnaturelles ou pourquoi vous aimez tellement ce sujet qui vous a amené jusqu'à cette vidéo. Parce que comme ça, les gens communiquent en tenant ça parmi, ils forment des groupes et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons une prochaine Jou Cassini ici. Et referme le jeu du verre. Et ferme le jeu, n'y joue pas. Si tu y joues, ferme-le. Si tu casses le verre, Alors, il y a des gens qui disent qu'ils jouent et que le verre se casse tout seul, n'est-ce pas? D'énergie. Là, c'est foutu. je ne sais même plus si c'est vrai, si le verre aussi c'est nul. Voilà pourquoi je crois qu'on doit le faire, Mauricio. Il a acheté le verre au pain d'Asucar. On va le faire. Ne le fais pas. Je garantis. Je suis quelqu'un qui ne prend pas de risques. Je n'en ressens pas le besoin. Pourquoi essayer? J'obtiens des échanges juste pour assurer. Oui. Avec ici ou avec la loi? Ne m'envoyez pas de planche de Ouija ou d'Inger, je ne veux pas jouer. Toi, tu ne tentes pas le coup. Envoyez-lui gratuitement, elle le fera. Merci les gars, je vous embrasse. Salut.